Bonjour, dans cette vidéo, j'ai corrigé un exercice sur le métronome. Toutes les données qu'on va utiliser, c'est le métronome que vous voyez là. Et l'objectif, c'est de remonter à la masse de la petite masselotte que l'on peut déplacer le long de la tige. Voilà, donc c'est juste par rapport à la photographie que vous voyez là. Et puis bon, il y a encore deux, trois photos dans l'énoncé, qui est dans les descriptions, où on zoome sur le contrepoids qui se trouve en bas et différentes pièces du métronome pour qu'on les voit un petit peu mieux. Mais en gros, juste à partir de la photographie, vous devez être capable de retrouver la masse de la petite masselotte qu'on peut déplacer le long de la tige. Alors si vous regardez bien, vous avez des petites encoches et en face de chaque petite encoche, vous avez un rythme qui est donné hein, pour la musique. Hein. C'est le nombre de battements par minute. Et donc bien exploité, on peut effectivement remonter à la masse de la masselotte. Et si vraiment on fait les mesures très précisément, si on fait les choses bien, en fait, on est capable de donner la masse de la masselotte avec une très grande précision. Alors nous, on n'ira pas jusque-là. Hein, les mesures seront faites un petit peu grossièrement, mais c'est possible. Voilà. Alors dans la question 1, on vous donne une formule, et c'est vrai que quand on revoit la formule, c'est obligé de réfléchir 2-3 secondes avant de se dire, enfin 2-3 secondes. C'est un petit peu plus, on peut se demander d'où elle vient, mais en fait, si on la regarde bien, en fait, on se rend compte que c'est très facile. On va simplement considérer le balancier, hein, donc la partie mobile du métronome. En fait, on peut voir ça comme un pendule pesant. C'est-à-dire que les paramètres qui vont, bien que ce soit un objet de forme assez complexe, finalement les bons paramètres qui le décrivent pour ce qui nous intéresse, hein, pour la rotation, autour d'un axe fixe, c'est son moment d'inertie J et la position de son barycentre. C'est les seules choses qui m'intéressent. Donc pour la question 1, il faut voir la partie mobile du balancier. Donc si vous avez on va dire le métronome. Voilà, j'ai représenté la partie en bleu, c'est la partie mobile, donc la partie qui se balance. Vous avez la masselotte, le contrepoids, la tige. Et en fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où se trouve le barycentre de cet équipage. Et également ce que j'ai besoin de savoir, c'est le moment d'inertie de l'ensemble. Alors ce qu'on vous donne, en fait, c'est le moment d'inertie du contrepoids par rapport à un axe qui passe par son barycentre. On vous donne le moment d'inertie de la masselotte par rapport à un axe qui passe par son barycentre. On vous donne 2-3 indications dans l'énoncé, donc il faut bien le lire, l'énoncé. Et une fois qu'on a ça, ben, on va simplement écrire que Jθ seconde, on applique le théorème du moment cinétique. Jθ seconde, où θ en fait c'est un angle qui repère la position de mon balancier. Je me donne un sens positif qui est comme ceci. Donc ça serait le sens trigo. Donc si je suis face au métronome, c'est le sens trigo, donc c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. En fait, en fixant l'orientation de l'axe, je fixe tout. Jθ seconde, c'est égal au moment qui s'exerce sur mon système. Alors si on regarde bien, il y a deux moments qui s'exercent. Il y a le poids du contrepoids, qui est vertical, et vous avez le poids de la masselotte. Voilà, donc j'ai tout noté. Et on va simplement écrire que donc, ce Jθ seconde, c'est le moment du poids et de la masselotte et le poids du contrepoids. On voit que les deux, ils s'exercent dans des sens opposés. Hein, donc il y aura un signe plus devant l'un, il y aura un signe moins devant l'autre, hein, pour le moment des forces, hein, puisqu'ils sont de part et d'autre de l'axe de rotation. Et je vais négliger en fait la masse de la tige. Hein, par rapport, donc on fait des petites approximations. On pourrait tenir compte de la masse de la tige. C'est pas impossible, mais dans un premier temps, on peut très bien se dire que la masse de la tige ne joue pas de rôle particulier. En plus, la tige, elle est finalement assez bien répartie autour de l'axe de rotation, donc son barycentre, de toute façon, il ne doit pas être très loin
de l'axe de rotation et donc son moment associé, il n'est pas très important. Donc on va le négliger. Alors pour faire les calculs, je vais faire une vue de face, parce que là évidemment le dessin en perspective, on ne voit pas grand chose. Donc vue de face, ça donnerait le dessin suivant. Voilà, donc j'ai refait le schéma. L'axe de rotation, il est à ce niveau-là. Donc là où j'ai un petit peu épaissi le trait. La distance de là à là s'appelle, sauf erreur, ça s'appelle petit b. Donc là, il faut bien... Donc petit b est la distance entre le barresson du contrepoids et l'axe de rotation. Donc ici, on a petit b. Et ça, sauf erreur, c'est petit a, la distance de l'axe de rotation à la masse. Et l'angle θ, ça c'est important, l'angle θ, on va le trouver, je peux le mettre ici, on prend la verticale, du coup le petit a, je ne vais pas le mettre ici. Voilà, donc voici mon schéma. Donc l'angle θ, c'est entre le balancier et la verticale. Vu que je regarde de face, je compte positivement les angles comme ceci. Donc, et je vais maintenant écrire le moment de chacune des forces qui s'exercent sur mon système. Alors, il y a évidemment une force qui s'exerce sur l'axe, parce que sinon le balancier, il se retrouve par terre. Mais comme comme le bras de levier de la force qui s'exerce sur l'axe de mon balancier est nul, et le moment de cette force-là est nul. Alors évidemment, dans ce genre de système, je fais aussi une hypothèse, c'est que le mécanisme qui entretient le mouvement, pour compenser les frottements, en fait, tout simplement, parce que s'il n'y avait pas de frottement, on pourrait avoir un système qui n'a pas besoin d'être monté, c'est un métronome mécanique. Donc vous avez un système mécanique qui compense les frottements. Donc en fait, je vais simplifier tout ça, je vais dire qu'il n'y a pas de frottement, voilà, tout simplement. Donc le métronome, il se balance comme le ferait un pendule pesant. Donc si je regarde le moment du contrepoids, je vois que le moment du contrepoids, lui, il fait tourner dans le bon sens. Donc du coup, je mets un plus. La masse du contrepoids, c'est grand M fois G. Et le bras de levier, c'est quoi? Le bras de levier, c'est je prolonge la force, le poids, et je prends la plus petite distance entre l'axe de rotation et le prolongement de la force. Et si vous regardez bien, ça fait tout simplement B sinus θ. Et ça, c'est positif. Donc là, je vous fais la version force fois bras de levier, et puis j'ajuste le signe simplement avec le schéma. Je vois bien que cette force-là, elle fait tourner le balancier dans le sens positif. Je m'intéresse, donc le bras de levier, donc c'est B sinus θ. Je m'intéresse à cette force, donc c'est exactement la même chose, sauf que comme la force, elle fait tourner dans le sens inverse, donc c'est moins mg, et le bras de levier, c'est A sinus θ. Je m'intéresse maintenant à ce terme-là. Alors, l'expression de J, du moment d'inertie, en fait, je vais décomposer. Je vais décomposer mon solide. Il est composé du moment d'inertie du contrepoids. Et là, l'énoncé vous dit que ce moment d'inertie, il est constitué du J du contrepoids. Alors, comment s'appelle-t-il? C'est JM, sauf erreur. Donc, le J du contrepoids, en fait, on vous le donne, c'est 1/2 de M et fois le rayon du contrepoids. Donc le rayon du contrepoids, c'est en forme de disque, le contrepoids, et de rayon petit r. Donc tout ça, c'est indiqué dans l'énoncé. Et il faut que je rajoute le fait que ce contrepoids, il est excentré par rapport à l'axe de rotation, et donc c'est plus m1 carré. Vous avez le moment d'inertie de la tige. Alors c'est vrai que j'ai négligé la masse de la tige, néanmoins, je constate quand même que la tige, elle est assez longue, donc il y a quand même pas mal de la masse assez éloignée de l'axe de rotation,
Et donc du coup, je vais quand même en tenir compte de ça. Hein, le fait que, certes, la tige sur laquelle on peut faire coulisser la masselotte là est pas très lourde, n'empêche que la masse qui se trouve assez éloignée de l'axe de rotation, elle a potentiellement un effet au niveau de la rotation, hein, parce que justement elle est éloignée de l'axe de rotation. Du coup, j'en tiens compte ici. Il faut également que je tienne compte du moment d'inertie de la masselotte. Donc ça c'est JM plus M. Alors j'ai fait une erreur, c'était petit b ici. Bon, ça c'est pas très grave parce que de toute façon, il faut que j'écrive les deux termes. Donc le MA carré que je rajoute, c'est pour tenir compte du fait que la masselotte, eh ben, elle est excentrée par rapport à l'axe de rotation. Donc normalement là j'ai 5 termes, c'est ça. Et si je regarde, j'ai bien 5 termes. Donc en fait ça a exactement la bonne allure, ce que je suis en train de faire. Je vais remplacer J là-dedans. Et je vais faire l'approximation des petits angles, ce qui n'est pas forcément très bien justifié, hein. Si vous regardez un métronome fonctionner, il arrive même qu'on ne soit pas du tout dans l'approximation des petits angles, hein. Quand vous avez le battement le plus lent, hein, on voit que la masselotte en fait embarque la tige très loin de la verticale, mais bon, alors, pour simplifier, on va quand même faire l'approximation des petits angles. Et donc ça donne l'équation suivante. Voilà. Donc je pars de là. Et j'arrive à l'équation suivante. Donc c'est, je vais remplacer. Donc c'est 1 demi de mr carré plus mb carré plus ma carré plus j de la tige. Donc bon, là, il y a un peu d'écriture, hein. Θ seconde, alors je vais l'écrire sur 2 lignes, hein, le principe, le théorème du moment cinétique. Et donc, je vais mettre sinus θ en facteur et je fais tout de suite l'approximation des petits angles. Donc ça fait mg. Peut-être que... Ouais, G, je vais le mettre en facteur. Donc ça fait mb moins ma fois g fois θ. Donc ici, j'ai utilisé l'approximation des petits angles. Voilà, donc très bien. En fait, j'y suis parce que si je regarde cette expression, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Je me demande si j'ai pas fait une erreur de signe. Parce qu'au niveau du signe, ça va pas aller. Le moment, si je regarde le moment du contrepoids, l'axe de rotation, donc je tourne comme ceci. Le contrepoids. Ah oui. Alors là, je me suis fait avoir tout seul. Sur mon schéma, θ il est négatif. Ça ne veut pas dire que le schéma est faux, mais il faut quand même faire attention. Alors pourquoi c'est important? Parce que regardez comment quand j'ai écrit le moment de la force. J'ai dit, et c'était vrai, que le contrepoids là, il fait tourner dans le bon sens, hein. Regardez où est le contrepoids, regardez où est l'axe de rotation. Donc la masse va forcément emmener dans cette position-là la tige vers la verticale. Seulement θ est négatif. Donc je sais que le moment il est positif, mais j'ai θ négatif. Donc en fait j'ai un signe moins ici. Et forcément j'ai un signe plus ici. Donc ça évidemment,
la façon dont je l'ai écrit, hein, qui est un peu intuitive, hein, c'est-à-dire que j'ai simplement regardé, j'écris que le moment c'est la force fois le bras de levier, et j'ai ajusté le signe simplement en regardant mon schéma. Mais il faut faire attention parce que dans mon schéma, du coup, j'ai pas fait attention. Θ était négatif et du coup, on a un signe moins. Donc ici, on a un signe moins qui est ici. Je vais réécrire cette équation sous une forme canonique que vous connaissez bien. Donc tout ce terme-là, je le passe de l'autre côté. Donc ça fait mb moins m. Ah bah décidément, je fais plein d'erreurs. C'est petit m fois 1. Je vais trop vite. Je fais des erreurs. Là, c'est une erreur de recopie. Donc, je vais écrire tout ça. Donc, c'est un petit peu long, mais voilà, je vais l'écrire. Plus mb carré, plus m1 carré, plus le moment d'inertie de la tige. Et j'ai pas assez de place. Plus jm. Et tout ça, c'est fois θ égale à 0. Donc, et ici, on reconnaît une équation, l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Et donc là, on est quasiment arrivé au résultat. Donc, le terme qui est là, tout ce terme-là, en fait, c'est oméga 0 carré. On reconnaît un oscillateur, enfin l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Et donc, ce truc-là, c'est oméga 0 carré, ou oméga 0, c'est la pulsation des oscillations. Du coup, j'arrive à la conclusion demandée. Voilà, on reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique de pulsation oméga 0 et oméga 0 vérifie cette relation, hein, oméga 0 carré, c'est ce truc-là, et donc c'est exactement ce qui est demandé. Alors plutôt que d'écrire, ce que je vais faire, c'est que tout le dénominateur, je vais le mettre devant, donc je réécris pour la troisième ou quatrième fois tous ces termes. Bon, c'est un petit peu long à écrire, il n'y a aucune difficulté, hein, mais bon, il faut l'écrire, tout simplement. Donc oméga 0 carré, c'est égal à mb moins ma fois g. Donc ça, c'est le résultat qu'on vous demandait, hein. Donc voilà, bon, je ne l'encadre pas complètement parce que en fait, il est quasiment encadré ici. Et donc ça répond à la question 1 et c'est la question de cet exercice. En fait, à partir de maintenant, on va simplement travailler avec cette équation qui était donnée dans l'énoncé et on va simplement relever des grandeurs sur le métronome et puis en fait, on va réussir à trouver la masse de la masselate. Et je me rends compte que j'ai... décidément, la masse B, c'est grand M, donc ici, c'est grand M. Voilà. Bon, je fais plein de petites erreurs. Donc ici, c'est grand M.
Bon, ça change pas fondamentalement le discours, hein, voilà, à part ça, bon, normalement ça devrait être bon. Je vais quand même vérifier. Un demi de mr carré. Bon, je prends carrément la feuille. Donc J de tige, je l'ai. MB carré, je l'ai. Un demi de mr carré, je l'ai. MA carré, je l'ai. MB moins, ouais, c'est ça. Donc normalement, ouais, c'est bon. J'ai l'équation qui est donnée par l'énoncé. Et maintenant, on va travailler à partir de là. Dans la question 2, on va donc travailler ce que je disais avec cette équation-là. Ouais, je vais prendre ce stylo. Hop, hop, hop. Ouais, je cherchais le stylo de la bonne couleur. Donc question 2, on vous demande de mettre l'équation sous une forme particulière. Donc c'est petit a qu'on vous demande de mettre en facteur. Et donc, alors il y a un petit a qui va rester avec le oméga 0 carré et un petit a qui va rester tout seul. Donc je vais isoler le petit a qui est là. Donc comment je vais l'écrire directement parce que c'est tellement long l'écriture là qu'il faut essayer d'être efficace dans les calculs. Donc j'isole le petit a. Donc ça veut dire que le MAG, je le passe de l'autre côté, ce terme-là, je le passe à droite et je divise par MG. Donc ça me donne ceci. Ça fait MB sur petit m. C'est bien ça, hein, je divise par mg. Ouais. Ensuite, il y a tout ce terme-là. Donc il y a oméga 0 au carré sur mg. Hein, je vous rappelle que j'ai divisé par mg. Et je vais garder pas mal de termes. Donc là, du coup, je regarde le résultat que je dois trouver. Il est indiqué dans l'énoncé. Donc je dois conserver du oméga 0 carré et du oméga 0 carré a carré. Ça veut dire que je vais regrouper. Bon, le tout, c'est de ne pas faire d'erreur de calcul. Hein. Plus mb carré, plus j de la tige, plus j m, plus oméga 0 carré a carré sur g. Et comme j'ai passé le terme de l'autre côté, il y a un signe moins. Donc là, j'y suis quasiment. Donc j'ai petit a qui vaut un terme en oméga 0, du coup, c'est celui-là, oméga 0 carré, moins, alors je peux simplifier, ça fait r carré sur 2g, plus m p carré sur mg, et encore un signe moins, moins j de la tige sur mg, moins jm sur mg, plus oméga 0 carré a carré. Il y a des termes constants qui devraient... en fait, il est là. Il est là le terme constant. Fois moins 1 sur g. Et un terme constant qui est celui-là. M petit b sur petit m. Donc là, normalement, j'ai mis sous la bonne forme. Et le coefficient qui est ici, il s'appelle grand A. Le coefficient qui est ici, il s'appelle
grand B, et le coefficient qui est ici s'appelle grand C. Et ce que vous avez ici, les trois autres termes, ce terme-là, on l'appelle Z, ce terme-là, on l'appelle X dans l'énoncé, ce terme-là, on l'appelle Y, c'est tout, hein. Et donc finalement, l'équation qu'on obtient, c'est Z égale AX. On regarde un peu la couleur. Plus BY plus C. Donc ici, ça fait AX plus BY plus C. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'équation d'un plan. Donc ce qu'il faut se convaincre, c'est que je peux, à partir de la photographie, c'est la question d'après, hein, il faut se convaincre à partir de la photographie que on peut mesurer Z, on peut mesurer X, on peut mesurer Y. Et on peut le faire pas mal de fois. Hein, pourquoi? Parce que autant de fois qu'il y a de tempos qui sont accessibles par ce métronome. Et en fait, il y en a plein. Hein. Si vous regardez le métronome de près, des tempos, il y en a entre 10 et 20. Donc il y a de quoi faire, on va dire, sur un tel métronome. Donc j'ai plein de valeurs de triplés Z, X, Y. Et comme ça, je vais pouvoir mesurer A, B et C. Alors dans la question 3, il faut se convaincre qu'on peut mesurer donc, les Z, X et Y. Alors si on regarde comment est fait Z, Z c'est petit a. Donc petit a, sauf erreur, c'est la distance... donc là il faut que je regarde l'énoncé. Petit a, c'est la distance qui se trouve ici. Donc ça, c'est une distance qui est vraiment accessible. Hein. Il suffit de la mesurer, donc plus ou moins précisément, mais on peut la mesurer. Oméga 0 carré, enfin oméga 0, en fait, on peut le mesurer aussi. Alors comment est-ce qu'on a accès à cette information? Eh bien, il suffit de regarder le tempo qui est indiqué pour chaque position de la masselotte. Prenons un exemple. Si je mets le tempo sur 60, hein, donc ça fait 60 battements par minute. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce métronome fait un bruit à chaque fois que la tige fait un demi-tour. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Tac, tac. Ça veut dire que au cours d'une période, on entend 2 fois le bruit. Ça veut dire que si je mets un tempo de 60 battements par minute, ça veut dire qu'il y a eu 30 périodes pendant une minute. 30 périodes pendant une minute, ça veut dire une période de 2 secondes. Si je connais la période, eh ben je fais 2 pi sur t, ça donne oméga 0. Donc je peux mesurer oméga 0 simplement par lecture. Hein. Il n'y a pas de... Là, il n'y a aucune mesure à faire, hein. C'est de la lecture. Hein. Je regarde le tempo pour une position de la masselotte donnée. Donc Z, je peux le mesurer. Oméga 0, je peux le mesurer aussi. Ça, c'est facile, comme je viens de vous l'expliquer. Et quand je regarde oméga 0, en fait, si je mets au carré, j'ai X. Donc du coup, X, c'est bon. Et si je regarde Y, Y, ce n'est rien d'autre que oméga 0 fois A, le tout au carré. Donc ça peut vous paraître étrange d'avoir un paramètre comme ça, qui dépend de, finalement, Y, ce n'est rien d'autre que Z fois Z au carré fois X. Bon, en fait, c'est pas, on s'en fiche un petit peu. Du moment qu'on peut les mesurer, si jamais ils sont reliés entre eux, c'est pas très grave, on va dire.
C'est pas gênant. Et puis on verra que cette relation entre eux, ça va se voir en fait dans les mesures qu'on peut faire. Donc en fait, on peut mesurer Z, X, Y sans problème. Et du coup, on le fait plein de fois. Donc ça, par contre, c'était pas demandé dans l'énoncé, hein, il me semble. Euh, donner... Ah, s'il faut déterminer un seul triplet de valeur. Alors j'ai fait des mesures. Je vais vous les donner. Euh, Alors, j'ai mesuré pour petit a 8,3 cm. Ensuite, pour 100 battements par minute. C'est bien ça, hein, 100 battements par minute. Donc j'en déduis oméga 0. C'est égal à 2pi 100 battements par minute, ça veut dire 50 périodes pour une minute, donc ça fait 60 divisé par 50. Bon, il suffit de faire l'application numérique. Donc je peux en déduire, du coup, Z c'est bon, je peux en déduire X, et puis par produit, je peux en déduire Y. Et je trouve les valeurs suivantes pour... je les écris ici. Pour X, je trouve... Donc pour X, je trouve 27,4 oui, c'est ça, 27,4 radians carré seconde moins 2, puisque c'est oméga 0 carré. Pour Y, je trouve 0,19 mètres carrés seconde moins 2. C'est bien ça, hein, puisque oui, c'est des mètres carrés seconde moins 2. Les radians, en fait, il y aurait encore des radians au carré, mais les radians, c'est adimensionné. Et Z, je trouve, eh ben, Z, c'est 0,083 mètres. Hein, on met tout en mètres. Donc on peut le faire. Voilà, j'en ai déduit un, et évidemment, dans l'exercice, on ne vous demandait pas d'en déduire plus, parce que ça prend quand même du temps. Donc à partir de là, on vous donne des graphiques, et on vous donne même, à partir de tous les points mesurés, on vous donne même les valeurs de A, B et C. Alors, petite information, j'ai oublié de le dire, mais pour la mesure de petit a, donc petit a, je vous rappelle que c'est la distance entre l'axe de rotation et le barycentre de la masselotte. Il y avait une indication qui était donnée par l'énoncé, je m'en suis servi évidemment, mais je vous le dis quand même comment je l'ai utilisé. On vous indique, alors ce que vous voyez sur l'écran, en fait c'est la masselotte, la forme de la masselotte en forme de trapèze. Oui. Et on vous indique où est le barycentre par rapport au trapèze. Hein, là, ce qu'on arrive à bien repérer, c'est la languette qui se fixe sur la tige. En fait, il y a une petite languette qui vient se loger dans un petit sillon, et du coup, la masse ne bouge plus du tout. Mais en fait, ça, c'est pas la position du barycentre. Le barycentre, il est un petit peu en dessous. Et on vous donnait cette image pour vous dire de combien il faut descendre par rapport à la position de la languette pour avoir précisément la position du barycentre. Donc je me suis servi de cette image-là pour déterminer petit a. Dans la question suivante, la question 4, on vous demande la masse du contrepoids de la partie inférieure. Donc on vous donne un certain nombre d'images qu'il fallait exploiter. Donc on essaie d'être plus ou moins précis. Hein. Donc les photos qu'on vous donnait étaient les suivantes. Voilà, vous aviez un certain nombre de photos, et sur chaque photo, on vous donnait, il y avait une petite règle graduée, donc ça vous pouviez mesurer plus ou moins précisément
les différentes distances. Alors, il faut faire attention, dans ces photos, il y a un effet de perspective. Donc, la règle n'est pas exactement à l'endroit où on doit faire la mesure. Et ça peut être source d'erreur. Donc, c'est bon, c'est pas très grave, évidemment, mais ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que quand vous faites la mesure, il faut bien se dire que la règle, elle est placée quelques centimètres en dessous. Vu que la photo est prise de près, vous avez un effet de perspective, ce qui fait que vous ne pouvez pas directement retranscrire, relever la distance bêtement. Hein, donc, alors les ajustements en son, on ne les fait pas, et dans ce cas, on sait qu'on fait une erreur. Soit on essaye de les faire, on essaye de trouver des points de fuite. Et là, j'ai envie de dire, on peut y passer plus ou moins de temps. Donc la détermination, pour ma part, je l'ai faite, j'ai estimé un rayon pour le contrepoids de 1,1 cm pour la question 4. Hein. Je prends un rayon de 1,1 cm. On vous dit que je prends une épaisseur de 1 cm. Donc c'est pas très précis. Donc je pourrais mettre avec la même précision, hein, avec autant de chiffres significatifs, 1,0 cm. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une mesure très très précise. Je considère une forme comme ceci, donc c'est un cylindre. Donc là j'ai 1 cm. Là j'ai 1,1 cm. Je prends une masse volumique de 7800 kg. J'ai pris la masse volumique de l'acier par mètre cube. Et j'en déduis une masse du contrepoids qui est notée grand M. Donc du coup, qui vaut 29,6 grammes pour la question 4. Donc évidemment, c'est pas... j'ai mis 29,6 grammes, mais si ça se trouve, c'est 30 grammes. Ça se trouve, c'est 28 grammes. Donc je vous avoue que je n'ai pas essayé d'estimer l'erreur sur cette mesure-là. Mais je sais que ce n'est pas non plus extrêmement précis. Voilà, dans la question 5, on vous donne en fait le résultat de toutes les mesures, hein, qu'on peut faire sur le... Ça veut dire que, bon, c'est moi qui l'ai fait, hein, j'ai pris les différentes positions de la masselotte, hein, donc j'ai pris les différentes encoches, j'ai soustrait la bonne longueur pour déterminer précisément petit 1, donc c'est de la position du barré-cendre jusqu'à l'axe de rotation. J'ai calculé oméga 0, j'ai déduit x, y et z, et je l'ai fait un grand nombre de fois, à peu près autant de fois qu'il y a de points sur ce graphe. Donc je vous laisse compter, hein. Donc ça prend un petit peu de temps, mais on va dire que ça vaut le coup parce que les résultats, ils marchent vraiment très bien. Hein. J'attends des points qui sont sur un plan. Et quand vous regardez, ça correspond au schéma qui se trouve ici, en haut. Effectivement, si on regarde au niveau du plan, les points ils sont sur le plan avec des petites erreurs, évidemment. C'est pas parfaitement sur le plan. Et sur le graphe du dessous, c'est une vue en perspective. Alors on voit que ça fait une sorte de parabole, mais c'est normal parce que x, y et z, ils sont reliés entre eux. Donc c'est pas étonnant que ça fasse une figure bien particulière, mais à la limite, c'est pas très important. On va dire c'est un détail. Et numériquement, on peut faire un petit programme qui va calculer le grand A, le grand B et le grand C. Et les valeurs, elles sont données à ce niveau-là. Hein. Vous avez donc il y a pas mal de chiffres significatifs, certainement qu'il n'y en a pas autant qui sont vraiment corrects. Hein. C'est-à-dire que on va voir justement ce que ça donne. Et notamment, je pourrais en déduire la valeur de l'accélération de la pesanteur. Parce qu'il y a un des paramètres, c'était petit b, enfin grand B, pardon, donc le paramètre qui se trouve ici, c'est moins 1 sur G. Et on peut faire l'application numérique. Pour ce paramètre-là, on va l'écrire ici.
B, c'est moins 1 sur G. Et on en déduit alors la valeur de G. Si on fait moins 1 sur cette valeur-là, on trouve une valeur qui est très proche de la valeur. On trouve 9,74 mètres seconde moins 2. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que la valeur attendue, c'est 9,81 en moyenne sur Terre. Donc le fait de trouver 9,74, c'est quand même pas mal au niveau de la détermination. Ce qu'on peut également, ce que l'on sait, c'est que le coefficient C, qui va se trouver ici, sa valeur, c'était, donc je reprends ce que j'ai écrit précédemment, c'est grand M petit b sur M. Donc je vais l'écrire ici. C, c'est grand M petit b sur M. Mais grand M, on vient juste de le calculer. Petit b, on peut le mesurer. Ce que j'ai mesuré, c'est 3 cm pour petit b. Donc j'en déduis la masse. La masse, c'est grand M fois petit b sur C. Et je trouve, et normalement ça répond à la question, je trouve 9,2 grammes. « 9,2 grammes. Donc ça me semble raisonnable parce que cette masse-lotte, elle est quand même plus petite que le contrepoids et vaut mieux parce que vu comment je peux écarter la masse-lotte de l'axe de rotation, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde parce que si elle est trop lourde, évidemment, c'est elle qui l'emporte et votre balancier ne se balance plus du tout. Ça devient une position d'équilibre instable et le truc, il se met à 90 degrés et ça aussi plus du tout. Donc finalement, cette valeur-là, elle ne doit pas être trop grande. Elle doit être quand même du même ordre de grandeur que celle du contrepoids. Donc ça me semble raisonnable. Et enfin, on peut déduire de la valeur de grand A. Donc la valeur de grand A, c'est une expression un petit peu compliquée, mais on peut en déduire la valeur de J de la tige. Donc je peux l'écrire ici. Donc je répète, de la valeur de grand A qui se trouve là, donc il faut revenir un petit peu en arrière, vous aviez une expression un petit peu compliquée, dans laquelle il y avait grand A, J de la tige, et plein de paramètres qu'on peut mesurer. Et du coup, je peux déduire J de la tige en l'isolant et en faisant l'application numérique. Donc là, on va dire, je vous épargne les détails. Je vous laisse vérifier que je ne me suis pas trompé. Mais moi, évidemment, la question posée, elle était là. Donc j'ai déjà répondu à la question posée. Mais au passage, on a des résultats en plus. On a l'accélération de la pesanteur. On a le moment d'inertie de la tige. Donc on a des résultats en plus, en fait, lorsqu'on fait ce genre d'études. Mais la réponse à la question initiale, c'était ça. Quelle est la masse de la masse-lotte qui se trouve ici? Question 6. On vous demande simplement de faire un commentaire sur le résultat, sur la méthode et sur le résultat obtenu. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si vous pouvez être aussi précautionneux que vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir des photographies, vous pouvez, en étant très ingénieux, enfin suffisamment ingénieux, mesurer très précisément la masse du contrepoids. Si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez même tenir compte du fait que les bords du contrepoids sont un petit peu arrondis, donc on peut enlever un petit peu de matière si on veut. Ça veut dire qu'on peut estimer les masses très précisément. Si on veut être encore plus précis, on peut même tenir compte des géométries de la tige. Elle fait à peu près 1 mm d'épaisseur. On peut mesurer sa largeur. On peut en déduire
sa masse, où est son barycentre. Et donc, donc du coup, il faudrait refaire la mise en équation. Il y a des termes en plus qui vont se rajouter, qui seront, on va dire, c'est pas une correction au premier ordre, hein, c'est pour avoir un résultat plus fin. On peut également affiner les mesures au niveau de la masselotte, hein, des mesures notamment qu'est-ce que je voulais dire? Euh, du moment d'inertie, hein. Je ne sais pas si la formule est donnée, parce qu'il y a pas mal d'indications qui sont données dans l'énoncé. Donc il y avait déjà pas mal d'indications. On vous donnait le moment d'inertie de la masselotte avec pas mal de précision. Il y avait déjà une formule qui était donnée dans l'énoncé. Et en tout cas, donc à la fin, vous pouvez arriver à une mesure de M qui est assez précise. Et donc, ce que vous pouvez faire à la fin, c'est que vous décrochez la masse et vous comparez à ce que va donner une balance de précision. Et vous pouvez être agréablement surpris, hein. Moi, je l'ai fait une fois la mesure vraiment proprement. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais voir jusqu'où je peux aller en précision. Et alors malheureusement, je n'ai pas noté la valeur. Du coup, il faut me croire sur parole, hein. Mais je vous garantis que j'étais surpris de voir le résultat s'afficher sur la balance de précision parce que je crois que j'avais 3 chiffres significatifs, hein. Alors soit c'était un immense coup de bol, ce qui est possible, soit j'avais très bien travaillé, ce qui est aussi possible. Donc voilà, donc j'en ai fini pour cette partie. Ça vous montre que voilà, vous avez quelque chose, un appareil que vous avez peut-être déjà rencontré, hein. Quoique les métronomes mécaniques se font rares, on va dire, hein. Eh bien, simplement en le regardant, l'analysant correctement, bah, vous pouvez mesurer l'accélération de la pesanteur. Vous pouvez mesurer bon, la masse de la masselotte. Bon, en vrai, c'est pas très intéressant, hein. Mais en tout cas, voilà, on peut le faire et déterminer d'autres paramètres simplement en regardant à partir de photographies du métronome. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.